Qu'est-ce que l'épiderme? Quelles sont les cellules qui composent l'épiderme? Quelles sont les maladies qui peuvent découler d'un problème de l'épiderme? Vous en connaîtrez davantage à la suite de la lecture de ce cours. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur l'histologie de la peau, partie 1. Ce cours va se concentrer spécifiquement sur l'épiderme. Ce cours est issu du livre Revêtements cutanés, édité par Elsevier Masson et rédigé par le Collège des enseignants de dermatologie de France. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Justine Sossoro. Et je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Le cours va se décliner en différents sous-chapitres. Tout d'abord, nous allons voir quelques points de généralité et puis on va se focaliser sur l'épiderme. Il y aura un cours dédié sur la jonction dermo-épidermique, le derme et l'hypoderme par la suite. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Il concerne un tiers de notre poids de notre corps et il représente 2 mètres carrés de surface. La peau est également composée d'annexes, à savoir des phanères, avec les ongles ou encore les poils et les cheveux, mais aussi de glandes, les glandes sébacées et sudorales. Vous pourrez retrouver également des cours dédiés sur ces annexes. La peau est caractérisée par 3 couches. La couche la plus superficielle, c'est l'épiderme. Ensuite, on a le derme, puis l'hypoderme. Lorsque l'on fait un zoom sur l'épiderme, on va avoir différentes couches de l'épiderme que l'on va décrire juste après, mais l'on observe surtout cette jonction dermo-épidermique qui est donc la jonction entre le derme et l'épiderme. Il faut également savoir que selon l'endroit où on pourrait faire une biopsie cutanée, il peut exister des modifications physiologiques en lien avec différentes structures de notre peau. Par exemple, si je fais une biopsie au niveau de la paume de la main, au niveau de la plante du pied, eh bien, je pourrais observer une image telle que celle-ci, c'est-à-dire avec une couche cornée, une couche superficielle de l'épiderme extrêmement épaisse, et c'est physiologique. Par contre, si je fais une biopsie, par exemple, au niveau de la paupière, ou si je fais une biopsie au niveau de la peau du pénis, eh bien, je vais observer une peau beaucoup plus fine avec une quasi-absence d'hypoderme. Très bien. Poursuivons désormais avec l'épiderme. L'épiderme, il est composé de 4 types cellulaires. Vous avez principalement des kératinocytes dans l'épiderme. Ce sont ces cellules bleues que l'on peut voir ici. Ces cellules dérivent de l'ectoderme et composent à 80% notre épiderme. Il existe également d'autres cellules qui sont les cellules de Langerhans qui, elles, vont dériver de la moelle hématopoïétique, les cellules de Merkel qui vont dériver des crêtes neurales et les mélanocytes qui sont ici qui vont nous permettre de pigmenter notre peau. L'élément important à avoir en tête à ce stade, c'est de savoir que l'épiderme n'est pas vascularisé, d'accord? Vous n'avez pas de vaisseau dans l'épiderme. Commençons par les kératinocytes. Les kératinocytes, ils ont plusieurs fonctions, mais la principale fonction, c'est une fonction de cohésion de l'épiderme pour assurer sa protection. D'accord? Il va y avoir une fonction de barrière entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Puis, il va également y avoir, à travers cette protection, une protection de radiation lumineuse. Et ça va se faire, entre autres, grâce aux mélanosomes et les mélanosomes de stade 4. On va y revenir dans un instant. Il existe 4 couches de kératinocytes dans notre épiderme. D'accord? Lorsque vous regardez cette photo d'épiderme, vous voyez bien qu'il y a des cellules qui sont différentes, alors que ce sont quasiment toutes des kératinocytes. En bas, en orange ici, nous avons la lame basale. Et puis ensuite, on a une première couche de cellules qu'on appelle la couche basale. D'accord? Ces cellules, c'est une première assise kératinocytaire qui est plutôt d'aspect cylindrique et qui est au contact avec cette jonction dermo-épidermique. Elle va contenir des cellules souches cutanées qui vont assurer des mitoses et qui vont permettre le renouvellement de notre peau. D'accord? Donc, les cellules vont commencer ici, puis vont migrer progressivement. Si l'on prend l'exemple pathologique de cette couche basale, eh bien, l'exemple principal que l'on peut avoir en tête, c'est le carcinome basocellulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie de reproduction de cette couche basale avec une dégénérescence particulière qui entraîne un cancer. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit ici, par exemple, ces cellules palisadiques, cylindriques, qui sont en réplication importante et qui vont générer des amas, des lobules, des nodules que l'on peut voir ici d'un point de vue clinique. Et donc, c'est un cancer cutané en lien avec cette première couche kératinocytaire au niveau de notre épiderme. La deuxième couche, c'est la couche épineuse. D'accord? Ça va être cette partie-là que l'on voit également ici. La couche épineuse, ce sont plusieurs assises de kératinocytes
polygonaux avec un contour que l'on dit un peu épineux. Et ces épines, en fait, correspondent aux desmosomes. Et les desmosomes, on va y revenir dans un instant, ce sont les particularités qu'il existe entre kératinocytes pour s'attacher, pour rester ancrés les uns aux autres. Quelle maladie peut découler d'une anomalie de cette couche épineuse? Eh bien, ce serait le carcinome épidermoïde, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une anomalie au niveau de ces kératinocytes. Ils vont proliférer de manière aberrante et vous allez avoir une surexpression de ces kératinocytes de manière trop importante dans l'épiderme et vous allez avoir une kératose. Vous allez avoir une croûte qui va apparaître, des lésions tumorales, puisque forcément, il va y avoir cette prolifération tumorale qui va apparaître, mais également avec cet aspect beaucoup plus croûteux que ce que l'on a pu voir tout à l'heure avec nos carcinomes basocellulaires. Ensuite, il y a une troisième couche qu'on appelle la couche granuleuse. Vous voyez, elle est ici, hein, elle est représentée avec des petits points et on la voit assez bien au microscope, hein. Vous voyez, il y a plein de petits points, il y a plein de petites granulations qui sont présentes au niveau de nos kératinocytes. Il y a plusieurs acides de cellules qui sont plutôt assez aplatis, hein, alors que tout à l'heure, on était plutôt avec des cellules euh, épineuses, c'est-à-dire en étoiles assez étendues. Et on peut constater également, en effet, ces granulations basophiles dans le cytoplasme. La dernière couche, c'est la couche cornée que l'on voit donc ici. Qu'est-ce que vous notez tout de suite? C'est qu'il n'y a pas de noyau. Vous voyez, là, sur ce dessin, on n'a pas mis de noyau. Et là, quand on regarde au microscope, on voit bien qu'il n'y a pas de noyau. Là, on avait des noyaux, là, on avait des noyaux, là, on avait des noyaux. Là, on n'en a pas. Donc, on est face à une couche qui est en fait représentée par plusieurs acides de cellules aplaties qui sont anucléées, donc sans noyau. Il n'y a pas d'organites cytoplasmiques et on va les surnommer les cornéocytes. Elles sont plutôt compactes en profondeur et lorsqu'on arrive en superficie, eh bien, il va y avoir plutôt une desquamation. Quelles sont les pathologies qui peuvent concerner cette partie-là de l'épiderme? Eh bien, même si ça concerne l'ensemble de l'épiderme, le psoriasis est assez représentatif de cette atteinte au niveau de la couche cornée parce que la particularité du psoriasis, c'est que vous gardez un noyau au niveau de la couche cornée. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire un épaississement progressif. Les cellules ne vont pas vouloir partir, elles vont rester accrochées. Quand elles vont partir, ça va être des plaques beaucoup plus épaisses et donc vous allez avoir des fortes squames que vous allez pouvoir voir apparaître sur la peau des patients. Et puis une autre pathologie que l'on pourrait citer, bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des petites cellules un petit peu violines qui sont présentes à l'aide d'une coloration qu'on appelle le PAS. Et qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir en fait des champignons qui sont présents dans cette couche cornée. Donc là, on revoit un épiderme, on voit la partie basale, la couche épineuse, la couche granuleuse qui est ici et la couche cornée qui est ici remplie de champignons dans le cadre ici d'un pityriasis versicolore. L'autre élément à avoir en tête, c'est que pour partir de la profondeur, donc de notre couche basale, pour arriver jusqu'en superficie, eh bien, ça prend 3 à 4 semaines à notre kératinocyte. Donc, il a commencé ici et il a migré progressivement pour ensuite perdre son noyau et ensuite être évacué. Donc, notre peau met 3 à 4 semaines à se régénérer complètement. Passons désormais aux molécules des kératinocytes. La première molécule importante, ce sont les mélanosomes et les mélanosomes de stade 4. Juste pour reprendre notre schéma de l'épiderme, on a ici le mélanocyte. Alors, on ne va pas détailler le mélanocyte dans cette partie-là, mais juste pour que les idées soient bien claires, votre mélanocyte est ici et globalement, il est relié à une dizaine de kératinocytes. Ce n'est pas lui qui va pigmenter la peau directement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire des mélanosomes, donc ce sont ces petites vésicules-là, qui vont être remplies de mélanine et qui vont migrer le long de ces dendrites et qui vont ensuite être évacuées pour être en contact avec un kératinocyte. Donc lui, il produit le mélanocyte, il va produire la pigmentation et cette pigmentation va aller se disperser dans les différents kératinocytes. Et donc les kératinocytes vont récupérer des mélanosomes plutôt matures, qu'on va dire de stade 4, et il va à ce moment-là s'enrichir de ces mélanosomes pour venir protéger son noyau et entraîner la pigmentation de notre peau. Il y a une persistance dans les couches suprabasales selon le phototype, c'est-à-dire que si on a la peau claire, finalement, il n'y a que nos kératinocytes d'en bas qui vont bien avoir cette pigmentation. Si on a la peau foncée, eh bien, au contraire, cette pigmentation va finalement être assez riche pour persister
jusqu'en haut des différentes couches et c'est ce qui va finalement faire un peu la différence de notre couleur de peau. Deuxième molécule des kératinocytes, ce sont les tonofilaments. Ce sont des petites molécules de 10 nanomètres de diamètre qui vont être rassemblées en trousseaux de cytokératine et qui vont fonctionner en paire. Généralement, au niveau de la couche basale, donc en bas, vous voyez ici en jaune, eh bien, on a une paire qui est kératine 5 et 14 ou kératine 5 et 15. On peut également avoir dans les couches suprabasales d'autres kératines de type kératine 1 et 10 ou encore les kératines J2E et K11. Mais celles-ci vont disparaître dans la couche cornée, d'accord? Elles vont plus exister. On peut avoir certaines maladies qui vont toucher ces kératines et par exemple, si on a une maladie qui touche spécifiquement la kératine 5, eh bien, on peut avoir une maladie qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse simplex, c'est-à-dire que vous avez une fragilité de votre peau qui va très facilement vous entraîner des bulles, surtout sur des zones de frottement, telles qu'on peut le voir au niveau des pieds ou encore au niveau des mains. Autre molécule importante, les hémidesmosomes et les desmosomes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les molécules qui vont permettre la jonction entre les cellules. On va les appeler desmosomes lorsque ça concerne deux kératinocytes. On va les appeler hémidesmosomes lorsque ça va concerner les kératinocytes au niveau de la couche basale avec la jonction dermo-épidermique. D'accord? Ces molécules, en fait, vont être différentes en fonction de cette zone. Et donc, on va avoir des desmosomes transmembranaires, des protéines transmembranaires telles que les desmogléines et les desmocolines. On va également avoir des protéines de type plaque avec les desmoplaquines, envoplaquines ou encore placoglobines. Et puis le 3 ici, c'est les cytokératines, d'accord? C'est non les tonofilaments qu'on a vus juste avant. On peut avoir des maladies qui peuvent toucher également ces zones-là. Par exemple, si on a une anomalie au niveau des desmogléines, donc au niveau des protéines transmembranaires des desmosomes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une fragilité de votre peau. Donc, quand on fait une biopsie et qu'on regarde au microscope, vous voyez ici, on a notre épiderme qui est là. Vous avez ici donc le derme, la jonction dermo-épidermique, de l'épiderme qui commence ici avec notre membrane basale et notre couche basale. Et puis ici, on a le reste de l'épiderme et la couche cornée. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a une vacuité, on a une bulle en fait qui est au sein de l'épiderme, hein. Vous voyez bien qu'on a de l'épiderme en dessous et de l'épiderme au-dessus. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cliniquement, ça fait que le toit de notre bulle est très fragile et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une érosion. On ne voit plus que la peau à vif, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que cette partie-là et toute cette partie a été retirée par les frottements, par la biopsie et autres. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on fait une immunofluorescence, eh bien, on peut regarder et voir que nos immunoglobulines vont venir se fixer tout autour des kératinocytes. Vous voyez, on parle d'images en résille où vous voyez très très bien les kératinocytes délimités par ce vert, par cette immunofluorescence qui s'est collée sur les desmogléines tout autour des kératinocytes. Et donc, ce sont les desmosomes qui sont concernés. L'autre élément aussi, c'est qu'on peut avoir des cornéodesmosomes. Donc, eux, ce sont les éléments qui vont venir à la jonction entre les cornéocytes. Donc, on est au niveau de la couche cornée, on est tout en haut. Et lorsqu'il y a une lyse de ceci, eh bien, on a une desquamation et c'est ce qui aboutit à la desquamation de notre peau. On a ici des images en microscopie électronique. Donc là, des desmosomes, hein, vous avez un kératinocyte ici, un kératinocyte ici, et vous avez toute la jonction qui permet aux deux kératinocytes de bien se coller les uns aux autres. Et puis ici, on a des cornéodesmosomes où on peut voir effectivement les différentes cellules et ces bandes qui vont permettre de relier les différents cornéocytes les uns aux autres. Certains kératinocytes peuvent avoir également certains grains, et donc ce sont des grains de kératohyaline que l'on va pouvoir voir spécifiquement au niveau de la couche granuleuse, hein, donc dans la troisième couche de l'épiderme. Lorsqu'on va faire de la microscopie électronique, on va pouvoir voir que ces grains sont grands, étoilés et sans membrane limitante. Ils vont contenir des précurseurs de la filagrine qui va agréger les filaments, et donc l'association de la filagrine avec les filaments intermédiaires de kératine va permettre de créer la matrice cytoplasmique des cornéocytes. La protéolyse de la filagrine va aboutir à la production d'acide urocanique et d'acide pyrrolidone carboxylique qui vont être des facteurs hydratants naturels de la couche cornée. Deux maladies à avoir en tête lorsqu'on a un déficit de la filagrine, à la fois la dermatite atopique, mais également l'ichthyose, où on peut voir ici
de grandes squames, de grandes desquamations qui peuvent être sur les jambes, sur les bras, mais également sur le corps et avec un spectre de maladies qui est assez large avec des formes syndromiques aussi. La deuxième particularité de cette couche granuleuse, c'est que ces kératinocytes peuvent également présenter des kératinosomes. Ils vont présenter ces kératinosomes qui sont des petites cellules ovalaires avec une membrane que l'on peut voir qu'en microscopie électronique, on ne peut pas les voir en microscopie optique, et elles vont contenir tout le matériel phospholipidique, cholestérol ou encore le glucosylcéramide. Ces molécules vont avoir pour objectif en fait de créer le ciment intercornéocytaire et donc de permettre une fonction barrière de l'épiderme. Elles vont également posséder des enzymes du métabolisme lipidique qui vont avoir une activité à la fois protéase pour, par exemple, permettre la desquamation, mais aussi antiprotéase selon les mécanismes de régulation nécessaires. Enfin, troisième élément, ce sont la présence de l'oricrine et d'involucrine qui vont permettre la formation de l'enveloppe cornéenne. Deuxième cellule très importante de l'épiderme, c'est le mélanocyte. Le mélanocyte, on ne va pas s'étendre énormément dessus puisqu'il y a un cours dédié sur la pigmentation cutanée, mais sachez que ce mélanocyte donc, est l'industrie permettant de produire la pigmentation de notre peau. C'est là où on va avoir la synthèse de la mélanine et cette mélanine va être synthétisée au sein de prémélanosomes et puis de mélanosomes qui vont progressivement migrer le long des dendrites mélanocytaires et ensuite être transférés, comme on l'a vu tout à l'heure, aux kératinocytes. Et c'est là où on va avoir la couleur de notre peau. C'est eux qui vont être responsables de la couleur de notre peau. À savoir que l'on distingue deux grands types de mélanine. La phéomélanine qui a plutôt un côté jaune-orangé et que l'on va voir particulièrement chez des patients de phototype très clair et entre autres avec les cheveux roux. Et puis le mélanine qui est plutôt un pigment brun-noir que l'on va voir principalement chez des patients avec la peau foncée. Il est important de prendre en compte ces différents éléments de phéomélanine et de mélanine puisqu'on n'a pas la même capacité de protection envers le soleil. Si on a surtout de mélanine, eh bien, on a une photoprotection beaucoup plus importante que si on a principalement de la phéomélanine. Et là, il y a un risque carcinogène très important, donc de risque de cancer cutané. Bien entendu, notre peau est souvent un mélange de phéomélanine et de mélanine, mais il faut prendre en compte ces éléments-là pour se protéger au mieux du soleil. N'oublions pas, petit aparté, que c'est pas parce qu'on a la peau foncée ou la peau noire qu'il ne faut pas se protéger du soleil, car il existe également des maladies, entre autres au niveau des yeux, et donc il est primordial de bien se protéger lorsqu'on vit dans des zones ensoleillées ou lorsqu'on est en été dans différentes zones du monde. Le phototype dépend de la production de ces mélanines et non du nombre de mélanocytes. En effet, c'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on a plus de mélanocytes. On a tous le même nombre de mélanocytes. C'est juste que nos mélanocytes vont produire davantage lorsqu'on va être en période de photoexposition pour essayer de nous protéger davantage. Et à nouveau, la couleur de notre peau dépendra du type de mélanine. Et si on a plus de mélanine produite, eh bien, on aura une peau plus foncée. Ici, on a l'exemple d'une lésion du mélanocyte, à savoir un mélanome, où on va avoir une lésion pigmentée de grande taille, asymétrique, avec des bords irréguliers, une couleur hétérogène qui fait plus de 6 mm, et souvent le patient va vous informer que cette lésion est apparue récemment. Troisième type de cellules que l'on peut identifier au niveau de notre peau, ce sont les cellules de Langerhans. Elles concernent 3 à 8 des cellules de l'épiderme. Vous pouvez les voir ici avec un marquage spécifique en anatomopathologie. Et ce sont ces cellules qui vont appartenir en fait aux cellules dendritiques présentatrices d'antigènes aux lymphocytes. C'est-à-dire qu'elles vont capturer les exo-antigènes provenant de l'extérieur et elles vont ensuite permettre une migration jusqu'au ganglion lymphatique avec une présentation de l'antigène au système immunitaire. Donc c'est vraiment notre soldat qui va être en contact avec l'extérieur et qui va venir solliciter notre système immunitaire pour pouvoir se défendre. De même, je vous renvoie sur le cours dédié sur le système immunitaire cutané. En microscopie électronique, eh bien, on peut identifier les granulomes de Birbeck qui sont pathognomoniques de ces cellules et que l'on voit ici. Enfin, un quatrième type de cellules que l'on peut trouver dans l'épiderme, ce sont les cellules de Merkel, que l'on peut voir ici au niveau de la couche basale. Ces cellules ont des fonctions de mécanorécepteurs, mais également elles sont inductives et trophiques sur les terminaisons nerveuses périphériques. En microscopie optique, vous ne pourrez pas les voir. Par contre, si vous faites une immunohistochimie,
eh bien, on peut voir en microscopie optique ce type de cellules, encore une fois, posées sur la lame basale au niveau de cette couche basale. Le cancer associé aux cellules de Merkel s'appelle le carcinome neuroendocrine de Merkel. C'est un cancer qui est très rare et qui est caractérisé par ces lésions roses, violacées, framboisées, nodulaires que l'on peut voir apparaître sur la peau des patients. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour la deuxième partie de ce cours concernant la jonction dermo-épidermique, l'hypoderme et le derme. Si vous avez des questions néanmoins, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très vite sur Dermato IST.